Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui de débrief de cette 7e journée des Jeux Olympiques d'hiver du côté de Pékin 2022. Bien entendu, comme d'habitude, on parlera des résultats, notamment du bilan des Bleus, qui n'a pas été foufou aujourd'hui. On reviendra notamment sur la déception du côté du biathlon. Notamment, il y aura beaucoup de choses à dire. On parlera également du Super G féminin. On parlera également du programme de demain. On regardera les sports collectifs et le programme des Bleus de demain, mais on va avoir une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va revenir sur Lucas Valieva on commence à trouver du pétrole, on va dire, avec le Valieva. On va même commencer par ça dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis, on va commencer tout de suite par cette vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet parce que je vais éviter que cette vidéo fasse 45 minutes. Pour éviter que ça soit trop long et uploadé. Le Valieva, je me suis fait une petite fiche pour savoir de tout ce dont je devais parler. On va revenir sur les faits. Donc, Valieva, qui s'appelle de son prénom, parce que là je ne dis que Valieva depuis le départ, c'est Kamila Valieva. Kamila Valieva, donc patineuse, championne d'Europe du côté de Tallinn, je rappelle, lors des derniers championnats d'Europe, avec un programme assez exceptionnel. On en avait parlé, notamment dans Piste Verte, où elle avait enchaîné, c'était la seule qui avait cette capacité-là à enchaîner des quadruples avec des triples, c'est-à-dire faire des combinaisons, ce que n'arrivait pas, par exemple, à faire Tarasova, l'autre russe qui faisait des quadruples, mais seule. Et grosso modo, il y en a 2 ou 3 qui arrivent à faire des quadruples sur toute la planète. Pas de chance pour elle. Elle a été testée positive. Alors, à la triméthazidine, qui est en fait normalement utilisée pour des problèmes d'angine de poitrine, mais surtout c'est un stimulant cardiaque. Pour tout vous expliquer, c'est grosso modo ce qui a remplacé dans les pays de l'Est le mélodium. Le mélodium qui était interdit, qui avait été interdit, le fameux cas de Sharapova notamment, qui avait été pris pour du mélodium, qui avait été interdit en janvier et les sportifs russes s'étaient tous fait avoir, comme par magie, par ce produit-là qui est un stimulant cardiaque. Là, c'est à peu près la même... le même objectif. C'est un produit qui est totalement interdit et qui est en grade 4. Ça veut dire quoi, un produit de grade 4? Si on retrouve des molécules, même si on ne retrouve pas, même si on retrouve que des traces infimes de ce produit-là, vous êtes considéré comme dopé. Voilà, on considère que ça ne marche. Donc si vous avez une autorisation à usage thérapeutique, ça ne marche pas avec ce produit-là. C'est un grade 4, c'est-à-dire c'est des produits qui sont interdits pour l'usage thérapeutique. Si vous devez vous en servir, vous devez arrêter votre carrière ou faire une pause. C'est des produits où on ne doit pas retrouver de molécules sur vous, sinon vous êtes considéré comme dopé. Il n'y a pas de doute, on va dire, avec ces produits-là. Et surtout, c'est des produits qui vous donnent 4 ans de suspension. Voilà. Valieva, elle a été contrôlée après les championnats de Russie qui avaient lieu le 24-25 décembre. Ce contrôle, le prélèvement a été fait par l'agence russe antidopage. Mais l'agence russe antidopage n'est plus mandatée dans la plupart des fédérations pour réaliser les contrôles. C'est-à-dire que le prélèvement a été fait par l'agence russe antidopage, mais il a été envoyé à Stockholm, dans le centre de prélèvement suédois, qui lui est autorisé par l'agence mondiale antidopage. Le prélèvement a été indiqué comme positif. On ne sait toujours pas si le CIO était au courant avant la compétition par équipe. Il semblerait qu'il y aurait peut-être eu un problème de communication, mais les Russes le savaient. Ça, on en est sûr, qu'il y avait une possibilité de dopage. Et donc, le cas a été révélé positif le 7 février, jour normalement de remise des médailles de l'épreuve de patinage par équipe. J'en avais pas parlé sur la chaîne parce que j'avais oublié d'en parler, mais les médailles qui n'ont toujours pas été distribuées. C'est-à-dire la compétition est terminée, mais les médailles n'ont pas été distribuées. Au départ, le CIO aussi indiquait seulement qu'il y avait un problème administratif. Or, c'est un problème de dopage, c'est un petit peu plus qu'un problème administratif. On sait que le CIO aime bien brosser dans le sens du poil certains pays. Donc du côté de Valieva, pour le moment, on est dans une situation qui est assez surprenante parce que elle n'a pas été suspendue par l'agence russe antidopage. C'est-à-dire que Valieva peut toujours s'entraîner. C'est-à-dire que l'agence russe antidopage considère que non, c'est pas un problème, ce cas positif.
Et donc, elle peut toujours s'entraîner, mais on ne sait, techniquement, elle peut participer à la compétition individuelle. Sauf que ce soir, normalement, alors, est-ce que ça sera pendant l'upload de la vidéo? Parce que je rappelle qu'il est 15h30. Le tribunal administratif du sport, le TAS, qui gère ce type de dossier un peu litigieux. Les dossiers de dopage, les suspensions, c'est eux qui gèrent assez régulièrement. Se réunit. Ils ont une chambre particulière sur les Jeux Olympiques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que sinon, normalement, c'est en Suisse que ça se déroule, le TAS. Et donc, le TAS va devoir décider de si Kamila Valieva peut concourir sur l'épreuve individuelle. Et d'un côté, il va y avoir les avocats russes, les avocats du CIO, les avocats également de l'ISU, donc l'International Skating Union, qui vont se réunir et on aura un avis sur tout ça. Je rappelle que la compétition féminine, demain c'est la compétition de danse sur glace, donc imaginez que c'est dans 2-3 jours. Donc il faut quand même prendre une décision assez rapidement. Ce que ça pose comme question, le cas Valieva, maintenant on va revenir, c'est déjà conséquence sur la compétition individuelle du côté de Valieva. Est-ce qu'elle va pouvoir participer ou non? Dans quel état d'esprit sera-t-elle pour participer ou non dans cette compétition? Parce que quand on vous apprend que vous êtes cas positif, même si vous êtes russe, ça vous fait quand même quelque chose au moral. Surtout quand vous avez 15 ans et demi. Parce que je rappelle qu'elle a 15 ans et demi, Valieva. Donc, comment va-t-elle aborder cette compétition? Est-ce qu'elle sera au top au niveau mental? On peut avoir des doutes. Ça va avoir quand même des conséquences sur la compétition, encore une fois, individuelle, parce que cette jeune fille, Kamila Valieva, a un programme qui est tellement truffé d'éléments techniques que, grosso modo, elle peut commettre 2 ou 3 chutes, elle sera toujours devant les autres concurrentes. Parce que c'est la seule, encore une fois, qui fait quadruple enchaîné avec triple. Les autres ne font que des quadruples seuls. Grosso modo, en termes de points, un quadruple seul, c'est entre 7,50 et 9. En notes de base, je ne parle pas des notes additionnelles. Quadruple enchaîné avec un triple, c'est 14 ou 15 points. Sur un programme qui, grosso modo, en moyenne, est de entre 85 et 90 points pour l'élite du patinage féminin, elle arrive à faire des programmes à 105 points. Donc même si elle a 3 points de déduction et des points en moins parce qu'elle n'arrive pas à faire ses quadruples, grosso modo, elle perd 10 points. Avec 3 chutes, 10 ou 15 points. Donc elle est toujours devant. Et oui, ça peut poser un problème si au final on découvre qu'on donne une médaille à une concurrente alors qu'elle est dopée. Et que donc elle est suspendue 2 ou 3 mois après. Et qu'il faut redonner la médaille. Quelle image ça donnerait des Jeux Olympiques qui, on peut dire, depuis le début quand même de ces Jeux en Chine, ne sont pas fameux. L'image du CIO en a quand même pris un sacré coup avec ces Jeux du côté de Pékin. Les conséquences également sur la compétition individuelle. Imaginons que le cas de Kamila Valieva, au final, elle ne se soit pas dopée, que c'était une erreur dans le prélèvement. Ce qui peut arriver. Si elle ne participe pas, quelles conséquences elle aura sur la championne olympique? Quelle sera la crédibilité de la future championne olympique si on a viré une fille qui, au final, n'était pas dopée? Même si, il y a quand même une grosse suspicion. Quelles conséquences ça va avoir également sur la compète par équipe? Parce que du côté de la compète par équipe, pour le moment, dans cette compétition-là, techniquement, le titre n'irait plus du côté de la Russie. Et oui, ce qui poserait un véritable problème pour les Russes. Parce qu'on est quand même totalement dans une situation assez particulière. Parce que d'un côté, on peut se dire, normalement dans un relais, c'est toute l'équipe qui saute. Voilà, c'est la règle. Normalement, s'il y a un cas de dopage dans un relais, dans une épreuve par équipe, normalement c'est toute l'équipe qui saute. Sauf que l'épreuve par équipe de patinage artistique est un petit peu particulière. En fait, ce sont des programmes individuels, et ce sont les classements des programmes individuels qui permettent de donner des points. C'est-à-dire que si vous remportez le classement individuel de la danse sur glace, vous gagnez 10 points. Donc 10 points pour la Russie. On pourrait imaginer également que
on supprime les points de Valieva, mais que le reste de l'équipe ne perde pas les points. Ça, c'est notamment l'avis de Nelson Montfort. Moi, je suis plutôt de l'avis que, comme sur un relais, c'est une épreuve par équipe, il y a eu un cas de dopage, voilà. C'est mort pour le reste de l'équipe. L'équipe ne reçoit pas de points. Moi, je suis plutôt dans cet aspect-là. Le problème, c'est qui est la nation qui est deuxième ? Ce sont les États-Unis. Les États-Unis, la Russie, il y a quand même une situation limite de guerre froide, notamment autour de l'Ukraine, si on prend du côté géopolitique. Donc ça va peut-être même encore plus loin que le sport au niveau de cette affaire-là. Ça peut avoir des conséquences terribles. Parce que on a aussi peu de points d'écart, les États-Unis. Et puis en plus, même si on supprimait les points de la Russie, est-ce que de toute manière la Russie n'aurait pas de médaille ? Ou est-ce qu'ils auraient ? Je pense qu'ils n'auraient peut-être le bronze. J'arrive pas à retrouver le classement pour tout vous dire, mais je pense qu'il y aurait peu de possibilités même de médaille, tout simplement. Du côté, donc ça c'est de la compétition par équipe. Conséquence également par rapport à Tarasova, l'autre patineuse russe importante. Quelles conséquences ? Déjà parce que au niveau, forcément, tout se sait dans un village olympique. Donc forcément, on va lui en parler. Forcément, si elle est championne olympique, Tarasova, tout le monde aura des doutes. Si une Russe est championne olympique, tout le monde aura des doutes sur la situation. Je rappelle juste aussi, j'ai oublié d'en parler, que le comité olympique de Russie a annoncé qu'ils avaient des doutes concernant les conditions d'analyse du contrôle positif. Qu'ils avaient des gros doutes sur comment ça s'était produit, comment ça s'était passé le 25 décembre, jour de ce contrôle positif. Et surtout qu'on nous dit que son test au championnat d'Europe était négatif et qu'au jeu de 2022, c'était également négatif. Donc il semblerait que ça soit un problème de ce côté-là. Il se pourrait également que les USA poursuivent les Russes, que l'agence américaine antidopage pourrait poursuivre les Russes qui sont autour de cette affaire. Conséquence également sur donc Tarasova, conséquence également par rapport à son entraîneur. Car l'entraîneur de Valieva, c'est l'entraîneur de toutes les stars russes de ces 10 dernières années, c'est Eteri Tutberidze, qui est la star, grosso modo, au niveau des entraîneurs, qui a sorti toutes les stars russes. Vous remarquerez également que les stars russes ont eu tendance à faire 2, 3, 4 ans et souvent à s'écrouler derrière. Ces méthodes d'entraînement sont considérées comme des méthodes d'entraînement militaires et que c'est un véritable problème, on va dire, pour certains concurrents qui disent que grosso modo y a 4 ou 5 filles qui sont capables de faire des quadruples du jour au lendemain, qu'on ne les voit pas dans les classements et que ça semble suspect, que ces méthodes, il y aurait de l'anorexie, il y a eu des retraite anticipée et que ces méthodes d'entraînement seraient catastrophiques. Lipinskaya, qui a été championne olympique en 2014, qui a mis un terme à sa carrière en 2017, à 19 ans, avec blessure à répétition et problème d'anorexie. Et il y en a des dizaines. On nous dit par exemple que certaines de ces sportives-là ne mangeraient que de la nourriture en poudre. On est quand même... voilà, donc quelle est la situation de la Russie ? Surtout de la situation autour de la Russie, parce que, je rappelle que la Russie, on est quand même dans une situation assez atypique. La Russie ne participe qu'avec son comité olympique. Donc c'est une situation où, je le dis toujours, je n'aime pas cette situation. C'est-à-dire, soit on considère que la Russie a le droit d'aller aux Jeux Olympiques et dans ce cas-là, ils viennent avec leur maillot et ils viennent avec tout l'attirail. Soit on considère que la Russie n'est pas le bienvenu du côté des Jeux Olympiques parce qu'au niveau de la gestion du dopage, c'est catastrophique. Et dans ce cas-là, ils viennent en tant que les rares concurrents russes qui voudraient participer aux Jeux Olympiques, ils viennent sans leur maillot. Ils viennent avec comment ça s'appelle ?
en étant athlète olympique sans nation. Voilà, je ne sais plus quel est le terme officiel. Mais là, on a le cul entre deux chaises, très clairement. Et cette situation où, d'un côté, on ne donne pas de suspension, alors qu'il y a un cas de dopage qui est avéré, montre que l'agence russe antidopage n'est toujours pas libre. Donc on fait participer des concurrents russes qui sont peut-être dopés. Parce que on a l'air de supprimer très facilement des cas de dopage. Ça pose des conséquences, notamment sur le ski de fond, où il y a eu des très belles performances du côté des Russes. Ça va forcément relancer les questions. Et est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir une deuxième affaire McLaren dans le patinage artistique ? Les conséquences également pour cette jeune fille, pour Valieva. Les conséquences mentales, tout d'abord, je rappelle, elle a 15 ans et demi, si elle se tape 4 ans de suspension, quelle sera sa situation à 19 ans ? Et puis la situation en Russie. Je ne suis pas sûr qu'en Russie, on donne énormément d'argent aux sportifs qui sont dopés et qui se retrouvent sans contrat fédéral, on va dire. Donc dans quelle situation va-t-elle se retrouver ? Va-t-elle être une paria pour toute la Russie à 15 ans et demi ? C'est quand même mentalement une situation qui me semble très intrigante. La conséquence également sur la suspension. On nous a indiqué, beaucoup voudraient que la suspension ne soit pas de 4 ans, mais soit de 2 ans, parce qu'on considère qu'à la 15 ans, normalement du côté de l'Agence mondiale antidopage, quand vous avez moins de 16 ans, on considère que vous n'êtes pas encore responsable entièrement de vos actes. Ok, on peut dire qu'elle a 15 ans et demi. Mais pour moi, elle a 15 ans et demi, mais elle est dans l'élite aujourd'hui du patinage artistique. Moi, ça ne me gêne pas si on est junior, mais elle est plus junior, Valieva. Elle est professionnelle, elle est dans l'élite, chez les seniors. Si on est dans les seniors, c'est qu'on gère parfaitement tout son entourage. C'est qu'on a la capacité, que ça soit sportive, mentale, de préparation, pour être chez les seniors. Donc dans ce cas-là, pour moi, on est responsable. Sinon, dans ce cas-là, il ne faut pas venir chez les seniors. Il faut rester chez les juniors. À partir du moment où, pour moi, elle concourt en catégorie senior, elle a les suspensions de la catégorie senior, même si elle a que 15 ans et demi. Sinon, il fallait qu'elle reste chez les juniors. Et on peut parler également des conséquences par rapport au patinage, parce qu'on nous a dit, pendant très longtemps, on disait le dopage, c'est que le cyclisme. Bon, on s'est bien aperçu que depuis 20 ans, que le dopage ne touche pas que le cyclisme. Il y a eu des cas de dopage dans le tennis, dans plein de sports. Dans le patinage, on nous a toujours dit, oui, mais dans le patinage, ça ne sert à rien de se doper, parce que grosso modo, l'artistique compte énormément. Sauf qu'en Russie, on a déjà eu des cas de dopage. Il y a même un article très intéressant que je viens de lire, qui est sur Radio-Canada, si vous voulez le retrouver, qui dit que les Russes ne comprennent pas, absolument pas, et que tous les médaillés russes, grosso modo, viennent à la défense de Valieva et qu'ils ne comprennent pas comment on peut faire un cas de dopage et qu'ils pensent que c'est un mauvais cauchemar. Et il rappelle notamment les Russes, qu'il y a eu pas mal de champions olympiques qui ont eu des problèmes avec des tests antidopage, notamment les champions du monde 2000, Elena Berezanaya et Anton Chikaroulidé de la Russie, qu'il y a eu également Yuri Larionov, un patineur de couple qui avait remporté l'argent au Modio Junior, qui avait eu 18 mois avec un contrôle positif, et puis Maria Sotskova en 2016. Et moi je crois qu'également en Italie, il y avait eu Carolina Kostner, et qu'on a eu également des patineurs et des patineuses françaises qui avaient eu des cas de dopage. Et ça pose la question de la notation du patinage artistique. Est-ce qu'on n'a pas mis trop en avant les éléments techniques par rapport aux éléments d'artistique ? Est-ce que maintenant, on n'a pas trop donné d'importance au quadruple, au saut, par rapport aux éléments artistiques ? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir des points, forcément il faut avoir des points techniques, et forcément il faut se doper. Ça pose quand même des conséquences également par rapport au patinage artistique et au système de notation. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de ce système de notation ? Ça va avoir aussi des conséquences sur la Russie. Est-ce qu'on doit de nouveau suspendre la Russie de ces Jeux Olympiques ? Et oui.
Moi, de toute manière, cette situation-là ne me plaît absolument pas. Je vous le dis depuis le départ. Mais les conséquences pour la Russie, il va y avoir des doutes maintenant sur tous les sportifs russes, pendant toute la compétition. Et, encore une fois, comme je disais, du côté de Tarasova. Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'affaire Valieva dans ce premier 20 minutes de vidéo. On va passer maintenant au résultat du jour, le bilan des Bleus du côté des Français. Il y avait des Français dans 4 disciplines aujourd'hui, ski de fond, ski alpin, biathlon, short track. On va commencer par la déception du jour, c'est du côté du biathlon pour moi avec le 7 km 5. Grosse déception, parce que ça va être compliqué quand même pour les Françaises, à part Anaïs Bescon et Julia Simon qui a fini 29e, qui a 1,56 avec 3 ratés, mais qui avait plutôt un bon temps de ski. Vous avez également Anaïs Bescon donc, qui est 9e à 1,088 à la fin de ce sprint par rapport à Reuseland, je dis bien entendu le temps par rapport à Reuseland. Je rappelle également que Justine Brezas, elle, a fait 3 erreurs, est à 2,34,1 et que Anaïs Chevalier ne fera même pas la compétition de poursuite car elle a fini au-delà de la 60e place qui était qualificative pour la poursuite. Ça a été la Bérésina. Pourtant, les conditions de tir étaient plutôt extrêmement bonnes. On voit quand même qu'il y a beaucoup de zéros dans le top 10. Donc de filles qui ont fait 10 sur 10, notamment une Elvira Hubert, qui est pourtant pas la meilleure au tir. Je vois également Stremous, la Moldave, qui pourtant enchaînait pas mal de compétitions, notamment les championnats d'Europe. Vanessa Voigt également a fait un 0. Alors Vanessa Voigt qui a fait un très mauvais temps de ski, en passant. Mais c'était Suzanne Dunkley, par exemple, qui a fait également 0. C'était réalisable 0 ou moins qu'une seule faute. Les Françaises, on est la nation, je pense, qui a commis le plus de fautes. Et ça me pose un problème, parce que ça soit Justine Brezaz, que ça soit... Bon, Anaïs Chevalier, je la mets moins dans le compte. Mais Justine Brezaz, cette fille-là, quand même, n'est pas capable d'enchaîner 2 performances 2 jours d'affilée. C'est quand même improbable. Et cette fille-là, pour le moment, est l'une de celles qui a réalisé le moins de tirs dans les cibles, aussi depuis le début des Jeux Olympiques. Donc il y a un vrai problème. Et le temps de ski de Justine Brezaz, il n'était pas bon non plus, parce qu'il y a 1 minute en trop de temps de ski, au moins. Moi, je ne comprends pas comment cette fille-là est capable de gagner une compétition et le lendemain de foutre 3 balles dehors. Voilà, sur un sprint, en plus. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, voilà, moi, je veux bien supporter à un moment les filles du biathlon, mais par rapport aux garçons, putain, c'est très très dur de supporter les filles du biathlon parce qu'elles ne sont pas capables d'enchaîner les performances. Et en plus, aujourd'hui, les conditions de tir étaient vraiment très bonnes. Voilà. Donc, il y a un moment, Reuseland, son 10 sur 10, elle le fait en faisant des tirs engagés, en prenant des risques. Elvira Heuberg, 10 sur 10. Alors, par contre, médaille d'argent à 30 secondes Elvira Heuberg, donc ça veut dire que ça marche toujours pas sur les skis. Dorothée Avireur également. Bon... C'est dommage parce qu'il y avait vraiment déjà de la place quand tu vois le temps de ski d'Elvira Heuberg. Alors Reuseland a été intouchable aujourd'hui. Mais derrière, il y avait de la place. Et on n'a pas été capable de saisir cette chance. Et en plus, on sacrifie la poursuite parce que Justine Brezaz, à part si les conditions sont catastrophiques en termes de vent et qu'elle arrive à enchaîner un 20 sur 20, ce qui me semble quand même peu probable, ça sera compliqué. Même Julia Simon, faudra qu'elle fasse 19 sur 20 au moins. Et Anaïs Bescon, oui, il faudra que devant, ça se plante aussi. Donc, on s'est pourri en plus notre poursuite. Donc, c'est pour ça que je suis très colère, très énervé. Le Super G, le titre pour la Ragoute devant Myriam Puchner et Michèle Guizine. Enfin, le titre pour la Ragoute. Voilà, c'est quand même une fille qui a un peu tout gagné. Et puis, bon, aux Jeux Olympiques, ça ne voulait pas. Qui a eu une saison très compliquée en plus cette année, la Ragoute. Voilà, c'est pas une saison parfaite. Donc voilà, belle performance quand même de la Ragoute devant Puchner, Guizine, Tipler, les DK 5e. Romane Miradoli, 11e, la française, qui est pour moi vraiment à sa place. Voilà, elle avait fait déjà 11e, je crois, de la descente, ou elle était 12e, je ne sais plus. Laura Gaucher, 16e, on aurait pu s'attendre à un peu mieux. La déception, c'était Saborlé, seulement 19e. Pas dedans, tout simplement. Parcours peut-être pas assez sélectif pour elle. Pourtant, Tiffany Gauthier, en comparaison, la descendeuse, fait 28e. Donc
Voilà, c'est un peu une déception. C'est vrai qu'il n'y a que 2 concurrentes qui n'ont pas fini cette épreuve du Super G, mais bon, du côté de Tessa Worley, il va falloir se remettre la tête à l'endroit pour l'épreuve par équipe. On avait également le ski de fond avec le 15 km classique. Titre pour Niskanen devant Bolchunov et Klébo. Comme quoi, je vous avais dit que Klébo, c'était pas incroyable pour le moment. Moi, je suis toujours là-dessus, même s'il a remporté le titre du côté du sprint. Niskanen qui domine quand même le classique cette année. Donc voilà, très, très performant. Et puis on s'aperçoit encore que Russe, Finlande, Norvège, c'est quand même, et Suède, ce sont les nations qui dominent dans cette discipline-là. On peut noter la très belle performance d'Hugo Lapalus, 7e. Sur du classique, vraiment c'est une belle performance. Maurice Magnifica, 12e également, juste derrière Goldberg. Les jambes reviennent pour Magnifica pour le relais. Ça va être très intéressant. Et puis notre 3e français, c'était Richard Jouve, qui avait fait un bon classique sur le Tour de Ski. C'est, je pense, pourquoi ça qu'on l'a pris, puis pour le remettre dans le bain après la déception du côté du sprint individuel. Et donc qui finit 49e à 4-0-1. Pas de grande surprise, les meilleurs sont devant. Peut-être la déception, ce sont les Suédois, notamment Hagström et Alvarsson, qui font 21e et 26e. Mais sinon... voilà, les meilleures nations, les meilleurs concurrents, je dirais, sont devant. Et donc, belle performance des Français. Puis, je termine avec le 500 mètres du côté du short track. Du côté du 500 mètres, Sébastien Lepape s'est qualifié pour les quarts de finale en finissant 2e de sa série derrière Sandor Liu Shaolin, le Hongrois, et puis élimination de Quentin Ferkoch dans la série numéro 5 derrière Iliev, Kruger et Kruzbeck qui a été qualifié. Autant dommage pour le Français qui n'a pas été assez rapide dans cette épreuve. Donc voilà, Sébastien Lepape qui ira chercher la qualification en quart de finale. On passe aux autres épreuves. Il y avait le snowboard avec la finale du halfpipe. Et du côté du halfpipe, eh bien, ça n'est pas passé pour Shaun White qui a pris sa retraite. Quel personnage quand même, Shaun White, qui a fait découvrir, je pense, à beaucoup de gens le halfpipe et qui a médiatisé énormément cette discipline et on pourra le remercier à 36 ans. Donc voilà, qui prend sa retraite avec cette 4e place. Il finit à 2,25 de Jan Scherer. Titre pour Hirano qui a été incroyable avec un 96 lors de son 3e run. 96, je rappelle que le 10, on va dire, c'est 100% de points, donc c'est-à-dire qu'il a fait 96% de réussite sur son run, donc c'est assez exceptionnel devant Scott James et Jan Scherer. Premier européen, c'est Jan Scherer, et puis les Américains qui ne prennent pas de médaille sur ce halfpipe. Les Américains qui sont quand même en difficulté du côté du classement des médailles. C'est pas vraiment leur compétition où ils ont été le plus performants. Il y avait également le 10 000 mètres du côté du patinage de vitesse, la discipline d'endurance. Et Nils van der Poel qui a mis une rouste. Et pas parce que c'est Patrick Roust qui est 2e à tout le monde avec 15 secondes. Voilà, il a mis 15 secondes à tout le monde. Voilà, Van der Poel, un Van der Poel peut en cacher un autre. Donc lui qui avait remporté le 5000, qui fait le doublé 5000, 10 000, et maintenant il veut prendre sa retraite pour rentrer dans l'armée suédoise. Voilà, c'est ce qu'il a indiqué. Donc Patrick Roust, 2e, lui qui avait été déjà performant sur le 5000 et qui avait déjà fini derrière Van der Poel. Là par contre il finit à 15 secondes. Et puis Davide Giotto qui finit 3e. L'Italien Giotto qui je crois était dans la même série, me rappelait que Van der Poel, et puis déception pour les Belges, pour Bart Swings de seulement 10e, et Patrick Beckhardt également 7e, seulement l'Allemand. Voilà, petite déception du côté des Européens. Enfin des autres Européens, on va dire. Il y avait également du short track avec le 1000 mètres. Aujourd'hui, les finales, le titre pour Suzanne Schulting devant Choi Min-jeong, la sud-coréenne, et la médaille de bronze de Anne Desmet, la belge. Je ne sais pas si les Belges ont souvent eu des médailles de bronze, et du côté du short track, c'est peut-être une première, une médaille de bronze. Donc voilà, belle performance des Belges. Ça montre également que si la France mettait un peu plus d'argent du côté du short track, on pourrait peut-être prendre des médailles. Je dis ça à Madame Péchala, la présidente de la Fédération des sports de glace. Je rappelle qu'il n'y a pas que le patinage artistique, Madame Péchala, dans la vie. Votre fédération, c'est également la fédération du short track.
Et Suzanne Schulting, voilà, qui a été très performante pendant toute la semaine. Ariana Fontana, elle a été pénalisée. Les juges ont considéré qu'elle était responsable de la chute de Kristen Santos. Mais de toute manière, elle était en dehors du podium. Voilà, Suzanne Schulting, qui a été très motivée pour remporter ce titre, parce que je rappelle que sur le 500 mètres, elle avait vraiment ouvert la porte à un moment à Ariana Fontana. Et je pense qu'elle avait fait vraiment une erreur. Et puis il y avait également le skeleton qui... j'ai dit une erreur hier, parce que contrairement en Coupe du Monde où ça se déroule en 2 manches, aux Jeux Olympiques ça se déroule en 4 manches, le skeleton, donc je m'excuse, j'ai fait une erreur hier. Le titre pour l'Allemand Christopher Gruter qui s'impose devant Axel Jung et Yan Wanggang, le Chinois, qui est un petit peu la surprise, qui va peut-être permettre aux Chinois de se mettre au skeleton. Voilà, devant Tretiakov. La surprise, ce sont les frères Doucourt, seulement 7e et 9e. Voilà, pour les frères Doucourt, c'est un petit peu la déception. On continue avec les sports collectifs, parce que je crois que j'ai rien raté d'autre. Aujourd'hui, les qualifications du grand tremplin en saut à ski, on va en parler rapidement. Lidvig devant Granerud, Prevec, Kraft, Essen Bichler qui s'est qualifié comme Karl Geiger, mais Karl Geiger seulement 12e. Lovro-Kroos également qualifié, Simon Hamann également qualifié comme Paschke. Kylian Payer également est qualifié, mais assez loin. Le Turc également, Fatih Arda Ipşoglu, 40e est qualifié. Parmi les éliminés, est-ce que je vois des gros noms? Non, il n'y a pas de grands noms. Voilà, il fallait être dans les 50 premiers, ils étaient 56e. Donc voilà, Vasiliev, le Kazakh par exemple, éliminé, mais il n'y a pas de grands noms. Mais on s'aperçoit que Kylian Payer ne s'en sort toujours pas. Que notre ami Karl Geiger est également un petit peu en difficulté. On peut noter la seulement 9e place de Ryuyu Kobayashi, le japonais. On passe désormais au sport collectif. Du côté des sports collectifs, il y avait hier du hockey sur glace. Les États-Unis se sont imposés 8-0 face à la Chine et le Canada a gagné face à l'Allemagne 5-1 au final. On avait parlé de ces matchs qui étaient en cours hier. Du côté du hockey, on va continuer. Aujourd'hui, Danemark-Russie, c'est la Russie qui s'est imposée chez les garçons 2-0. Il y avait le premier quart féminin du côté du hockey, eh bien victoire des États-Unis sur la République tchèque 4-1. Pour le moment, le Canada mène devant la Suède dans le deuxième quart de finale 9-0. Donc je pense qu'on peut dire que le Canada est également qualifié. Dans le groupe B, les Tchèques se sont imposés face aux Suisses 2-1 au tir au but. Et dans le groupe C, la Suède a battu la Slovaquie 4-1 pour le moment. Du côté des garçons, il y a un match qui est en cours entre la Lettonie et la Finlande, 1 partout. Et du côté du curling, la Grande-Bretagne a battu la Norvège, la Suisse a battu le Canada 5-3. Victoire également de la Suisse sur la Russie 8-7. La Chine a gagné face au Danemark 5-4. Et puis la Corée a battu la Grande-Bretagne chez les filles 9-7 également. On va faire un point sur les classements. Du côté des filles, la Suisse mène avec 3 victoires en 3 matchs devant les États-Unis qui ont également 3 victoires en 3 matchs. Le Canada, le Danemark, le Japon, la Corée du Sud et la Suède ont quant à elles chacune perdu un match. La Grande-Bretagne est en grande difficulté car elle a perdu 2 matchs. La Russie également a perdu 2 matchs mais n'en a joué que 2. Et la Chine a perdu ses 3 matchs. Du côté du curling masculin, la Suède mène avec 3 victoires en 3 matchs devant le Canada qui n'a joué que 2 matchs et qui a remporté ces 2 matchs. Grande-Bretagne, États-Unis ont perdu une rencontre. Russie a perdu 2 rencontres sur les 4 qu'elle a joué. Et puis la Suisse a gagné et perdu un match également. La Chine, la Norvège et l'Italie ont perdu 2 matchs. Et le Danemark a perdu toutes ses rencontres. Et du côté du hockey sur glace, du côté des hommes, dans le groupe A, les États-Unis mènent devant le Canada, l'Allemagne et la Chine. Dans le groupe B, la Russie mène devant le Danemark, la République tchèque et la Suisse. Et dans le groupe C, la Suède mène devant la Finlande, la Lettonie et la Slovaquie, en sachant que Finlande-Lettonie se joue en ce moment. Et du côté des filles en hockey sur glace, si ça s'affiche rapidement, ça ne veut pas s'afficher. Si ça ne s'affiche pas rapidement, on donnera le classement en fin de vidéo parce que je suis déjà à 34 minutes de vidéo, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille vite. Non, du côté des filles, voilà, c'est les quarts de finale, donc demain il y aura d'autres quarts de finale. Voilà, je suis en train de m'y retrouver.
On va arrêter de faire des erreurs. Demain, le programme de demain, il y aura du curling avec les femmes, le tournoi masculin et féminin de curling qui continue, notamment à partir de 2h du matin. Il y aura le snowboard cross par équipe mixte avec les manches qualificatifs à partir de 3h du matin. Vous allez voir, c'est très spectaculaire. Il y aura également du ski de fond avec le relais dames à partir de 8h30 sur le 4x5 km. Patinage de vitesse à partir de 9h avec la poursuite par équipe femme et le 500 mètres homme. Puis il y aura le sprint garçon en biathlon à partir de 10h sur 10 km. Le saut à ski sur grand tremplin, la finale à partir de midi. La danse sur glace, la danse courte avec nos Français en patinage artistique à partir de midi. Le skeleton à partir de 13h20 pour les femmes. Donc voilà le programme de cette journée. Les Français qui seront sur les terrain de compétition, eh bien, il y aura des Français déjà du côté du snowboard cross à partir de 3h avec Merlin Surgé et Chloé Trespeuch qui est, je pense, notre plus grande chance de médaille du côté de cette épreuve par équipe mixte, qui seront en quart de finale. Il n'y a pas de qualification, ça sera directement en quart de finale à partir de 3h du matin. Loane Bozolo et Julia Pereira de Souza, les jeunes un petit peu, seront eux dans une autre équipe à partir de 3h du matin. Il y aura donc le relais 4x5 km femmes à partir de 8h30 en ski de fond. La sélection, c'est Léna Quintin, Delphine Claudel, Flora Dolci et Mélissa Gall. Donc Coralie Benz reste sur la touche alors qu'elle devait faire ce relais. Je pense que voilà, la condition physique peut-être pas optimale pour Coralie Benz qui avait fini, je crois, 40e du classique. On aura le biathlon par équipe avec, le sprint en biathlon, à partir de 10h avec Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude et Emilien Jacquelin. Et puis Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron à partir de midi sur la danse sur glace. Je ne sais pas quelle sera leur heure précise de passage. Si vous voulez voir du patinage artistique à une heure raisonnable, c'est un petit peu la seule compétition, donc avec la danse rythmique, c'est-à-dire le programme court. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!